Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, le Sénégal qualifié pour la finale de la CAN. Les Lions ont battu l'Égypte 1-0 grâce à Sadio Mané pour valider une troisième finale lors des 4 derniers tournois. On ira à Dakar en début d'émission pour retrouver Elimane Dao et prendre la température sur place. Veille d'élection sous tension en Ouganda, double scrutin présidentiel et législatif ce jeudi. Mais depuis mardi, Internet est coupé dans le pays à la demande des autorités. Ce scrutin verra s'opposer notamment le président Yoweri Museveni au chanteur Bobi Wine. Enfin, que reste-t-il de l'état de droit en Tunisie 15 ans après la révolution et la chute de Zine Ben Ali? Comment expliquer l'ascension de Kais Saied devenu aujourd'hui à la tête d'un régime autocratique? Nous poserons ces questions au chercheur Atem Napti, il est notre invité. Je le disais en titre, le Sénégal jouera une troisième finale de Coupe d'Afrique sur les 4 dernières éditions. Les Lions de la Teranga se sont sortis du piège égyptien grâce à leur numéro 10, Sadio Mané. On va d'abord écouter des réactions de supporters à Dakar. Ensuite, on prendra la direction de Dakar justement pour retrouver notre correspondant. On écoute les supporters. C'est notre pays. C'est le Sénégal. On va gagner la finale. On est plus fort qu'eux tous. On est des Sénégalais, ouais. Ouais. On est très contents, on est très fiers des Lions. Et j'espère qu'en finale, on fera aussi pareil. Il faut remercier à Sadio Mané. Sadio Mané, machallah. Mais on est vraiment contents de vous, vous les Lions. On vous soutient jusqu'à la finale. Inch'Allah, le final va venir ici encore. On va le fêter encore. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Bonsoir Elimane Dao, vous êtes notre correspondant à Dakar. On l'a vu sur ces images, les Sénégalais sont très contents, c'est la fête à Dakar. Est-ce que le discours ce soir a été de dire Sénégal, machallah? Absolument, Sénégal, machallah, Sadio Mané, machallah, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, dont la star, le numéro 10, Sadio Mané, bien évidemment en triomphe après ce match. Écoutez, les célébrations se sont poursuivies de longues heures. Jusqu'à présent, on entend les scènes de liesse dans les rues de Dakar. Les Sénégalais très heureux après cette victoire, une victoire qui a tardé à se décider. Ils ont regardé le match avec beaucoup de stress face à une équipe égyptienne qui jouait la défense, qui était recroquevillée derrière. Le verrou a pu être sauté par cette frappe magistrale de Sadio Mané. S'en est suivi une explosion de joie. C'était à la 78e minute de jeu. Et cette explosion de joie n'a pas quitté les Sénégalais jusqu'à la fin de ce match. Une victoire célébrée dans les rues de Dakar. Des Sénégalais très heureux qui se souviennent des scènes de liesse de la CAN 2022. Le Sénégal avait gagné sa Coupe d'Afrique, sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Aujourd'hui, ici à Dakar, tous les Sénégalais sont confiants qu'ils vont revivre le même scénario dimanche lors de la finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Une finale qui opposera le Sénégal face au Maroc ou face au Nigeria. Merci beaucoup Elimane. Et en attendant, reposez-vous bien, ne faites pas trop la fête parce qu'on a besoin de vous dimanche. Merci beaucoup Elimane. Il n'aura pas survécu à l'élimination des étalons face à la Côte d'Ivoire en 8e de finale. Le sélectionneur du Burkina Faso, Brahma Traoré, a été limogé par sa fédération mercredi. L'ensemble de son staff est également remercié. Brahma Traoré avait été nommé en mars 2024 en remplacement du Français Hubert Velud. Des millions d'électeurs s'apprêtent à voter en Ouganda ce jeudi. Le président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 1986, brigue un 7e mandat. Mais pour son principal opposant, l'ancienne star du reggae Bobi Wine, la compétition est loin d'être libre et équitable. Le point avec Clarisse Fortuné. Au pouvoir depuis 1986, le président Yoweri Museveni a profondément transformé le paysage politique ougandais, supprimant les limites de mandat et d'âge pour prolonger son règne, tout en renforçant son contrôle sur les institutions clés. À 81 ans, il estime que son leadership a apporté stabilité et développement au pays. Lors de son dernier discours de campagne, Yoweri Museveni a tenu à prévenir ses adversaires. Quiconque tentera de porter atteinte à votre liberté sera écrasé, je vous le dis. Un message adressé notamment à son adversaire, Robert Kyagulanyi Sentamu, plus connu sous le nom de Bobi Wine, qui se présente pour une seconde fois à l'élection présidentielle. Ancienne star du reggae, il a transformé sa notoriété en engagement politique, s'appuyant sur les frustrations d'une jeunesse ougandaise nombreuse
et appelant au changement, à l'emploi et à la fin de la corruption. Bobi Wine et ses partisans sont régulièrement confrontés à un important déploiement sécuritaire. Ils répondent aux manifestations par la violence. C'est ce qu'ils ont fait en 2020, les 18 et 19 novembre. Mais je sais aussi que même les régimes violents finissent par être renversés. Plus d'une demi-douzaine d'autres candidats figurent également sur les bulletins de vote. Ingénieurs, anciens députés, chacun portant son propre message. Mais la figure peut-être la plus marquante de l'histoire démocratique du pays reste Kizza Besigye. Le vétéran de l'opposition ne peut pas se présenter. Il est détenu depuis plus d'1 an, poursuivi pour trahison. Le soutien récemment apporté par Besigye à Bobi Wine est perçu par ses partisans comme un passage de relais symbolique. Mais pour de nombreux Ougandais, cette élection dépasse la simple question du leadership. Il s'agit de leur avenir. On s'arrête au Tchad où des affrontements ont eu lieu mardi entre l'armée tchadienne et un groupe rebelle dans le sud du pays. Des hostilités qui surprennent alors que le groupe dissident n'était pas le plus en vue ces dernières années. Selon le gouvernement tchadien, ces combats ont fait 3 morts et 10 blessés parmi les militaires tchadiens. Les précisions avec Harold Girard depuis N'Djamena. Nous avons appris que plusieurs soldats de l'armée régulière tchadienne avaient été blessés lors des affrontements ce mardi dans la zone de Korbol, puis avaient été transportés vers N'Djamena ce mercredi pour y être soignés. Plusieurs sources, certaines proches du mouvement rebelle et d'autres proches du gouvernement, nous ont toutes affirmé qu'il y avait eu des pertes en vie humaine dans les 2 camps. Et pourtant, cette zone de Korbol, elle avait été réinvestie par l'armée dès ce week-end dans cette province justement du Moyen-Chari, l'armée qui anticipait une tentative de déstabilisation de ce groupe rebelle, un événement qui intervient tout de même à contre-courant d'une maîtrise relative mais bien réelle du gouvernement tchadien face à des groupes rebelles qui sont de plus en plus affaiblis sur son territoire. Cet après-midi, ce mercredi, l'état-major des armées du Tchad et d'autres ministères impliqués dans la sécurité intérieure du pays se sont réunis et devraient bientôt communiquer officiellement, mais dans le même temps, plusieurs observateurs considèrent ces reprises d'affrontements comme un échec puisque les négociations entre ce groupe rebelle du MPRD et les autorités tchadiennes ont duré des mois. En bref, les autorités nigérianes ont ouvert une enquête après le récent décès dans un hôpital de Lagos du bébé de l'écrivaine Chimamanda Adichie qui a accusé l'établissement de négligence grave. Elle pointe des défaillances cliniques dévastatrices qui ont conduit au décès de l'enfant, ajoutant attendre avec impatience la vérité et la reconnaissance des responsabilités. C'était le 14 janvier 2011. Après 1 mois de manifestations, le président tunisien Zine Ben Ali prenait la fuite, mettant fin à 23 ans de règne sans partage. Une nouvelle ère politique et des aspirations démocratiques s'ouvraient alors à la Tunisie. Pourtant, 15 ans après, il n'en reste rien. Opposition muselée, activistes emprisonnés, justice aux ordres du tout-puissant président Kais Saied. Pour en parler ce soir avec nous, Hatem Nafti. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation à France 24. Vous êtes co-responsable du projet Tunisie de Noria Research et essayiste, auteur de Notre ami Kais Saied, essai sur la démocrature tunisienne aux éditions Rive Neuve. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce qu'on peut parler d'un retour vers le passé, à la situation pré-révolutionnaire dans cette Tunisie de Kais Saied? Disons qu'il y a pas mal de similitudes. Il y a aujourd'hui une justice qui est aux ordres. Certains avocats et certains magistrats nous disent que c'est même pire que sous Ben Ali, qui avait quelques juges à sa botte qui géraient les procès politiques. Aujourd'hui, il y a un système où on a cassé les reins à toutes les possibilités d'indépendance de la justice. Aujourd'hui, les juges sont aux ordres et n'ont aucune garantie d'indépendance. Ils sont nommés, révoqués par le président de la République, mutés par la ministre de la Justice, même en violation de la constitution de Kais Saied lui-même. Et à partir de là, nous avons donc des verdicts sur des procès qui visent essentiellement des opposants, qui sont caricaturaux et avec des années de prison sur certaines affaires. On arrive à même 50 ans de prison dans des affaires sur des dossiers qui sont absolument pas sérieux. Mais on a une volonté de l'exécutif, en particulier du président de la République, de s'en prendre à ses opposants et plus généralement à toute contestation. Donc oui, il y a des similitudes. La grande différence, c'est qu'il reste, même s'il y a un retour
effectif de la peur aujourd'hui, il reste un esprit contestataire. Il y a ça et là des mouvements sociaux très localisés, mais il reste, voilà, à partir du moment où on n'a pas jugulé les raisons qui ont mené à la révolution de 2010-2011, que le pouvoir actuel, même s'il a muselé l'opposition, il reste encore une fois des foyers de contestation aujourd'hui qui ne sont pas à même de fragiliser le régime, mais en tout cas, le parallèle n'est pas parfait, mais il y a un retour de la peur, c'est sûr. Il y a une instrumentalisation de la justice, c'est sûr. Il y a une mise au pas d'une bonne partie de l'opposition et des médias, mais il reste un vent de la contestation, notamment les manifestations. Et justement, Kais Saied, à son arrivée au pouvoir, est-ce qu'il y avait des signes précurseurs où on peut dire que le tournant, il intervient le 25 juillet 2021, lorsque Kais Saied décrète l'état d'exception? C'est un point de bascule? C'est manifestement un point de bascule et c'est à partir de là qu'on a eu les véritables régressions. Cela dit, Kais Saied n'a pas été pris au sérieux quand il s'est présenté parce qu'il a annoncé pas mal de choses en réalité. Il a dit qu'il voulait en finir avec la démocratie représentative, avec la démocratie libérale. Il était contre les corps intermédiaires, qu'ils soient des partis politiques, qu'ils soient des médias, qu'ils soient des associations. Tout cela, il l'avait annoncé, mais il n'a pas été pris au sérieux, notamment parce que quand il s'est présenté dans un système où le président de la République n'avait pas beaucoup de prérogatives et il n'avait pas de députés pour défendre son projet. Donc les gens ont commencé à s'intéresser à son projet. Le jour où il s'est donné les moyens, justement avec ce coup d'État du 25 juillet 2021, il s'est donné les moyens de reprendre le pouvoir et de concentrer le pouvoir, et il est en train d'appliquer ce qu'il a annoncé, qui n'a pas été pris au sérieux, à savoir en finir avec, lui il dit, l'avènement de la véritable démocratie, en réalité en finir avec tous les corps intermédiaires et tous les contre-pouvoirs qui pourraient le contrarier, ce qui fait que même aujourd'hui, même au regard de sa propre constitution qu'il a imposée en 2022, les contre-pouvoirs, les rares contre-pouvoirs comme une cour constitutionnelle, qui sont prévus dans sa constitution, n'existent toujours pas parce qu'il ne veut pas être contrarié, il ne veut pas de contre-pouvoir. Justement, aujourd'hui, au moment où je vous parle, que reste-t-il de l'état de droit en Tunisie ? Alors actuellement, pas grand-chose malheureusement, c'est-à-dire que l'état de droit va mal aujourd'hui à partir du moment où le fondement de l'état de droit, c'est l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, il n'y a pas d'indépendance de la justice. Les juges, on parle même plus, même sémantiquement, on ne parle plus de pouvoir judiciaire, on parle de fonction judiciaire, comme si les juges étaient des fonctionnaires au service de l'État. On a un Parlement qui est très faible, qui a beaucoup moins de prérogatives que le précédent. Et il n'y a plus de parti politique pour structurer ce Parlement. Donc à partir de là, oui, les principales garanties de l'état de droit aujourd'hui sont mises à mal. En revanche, il y a une certaine résistance au niveau, en tout cas, de la société civile et d'une partie de l'opposition, mais ça reste très localisé, ça reste cantonné dans les élites tunisoises. Donc, si vous voulez, l'état de droit va mal et il n'y a pas grand monde pour le pleurer. Et ce sera ma dernière question, très rapidement. Quid du silence de la communauté internationale ? La communauté internationale, si tant est qu'elle existe, on va dire l'Occident, parce qu'en général, quand on dit communauté internationale, on pense à l'Occident. L'Occident, en fait, il vit très bien, enfin, en tout cas, il s'accommode de Kais Saied pour deux raisons. Si vous voulez, Kais Saied reste, contrairement à ses discours altermondialistes, il reste ancré dans l'Occident. La Tunisie reste un partenaire fiable de l'OTAN. Alors, c'est pas un membre, mais l'armée tunisienne, par exemple, s'entraîne avec l'armée américaine. Et l'Union européenne, sa question primordiale, c'est la question migratoire. Et Kais Saied garde très très bien les frontières. Et à partir de là, on ne va pas s'embrouiller pour un petit peu les droits humains, sachant que les Occidentaux nous ont expliqué que les droits humains étaient à géométrie variable. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Malheureusement, ça, pour le coup, c'est un parallèle avec Ben Ali. Il y avait exactement la même chose, une certaine bienveillance à partir du moment où les frontières sont bien gardées. Et Kais Saied, aujourd'hui, est un très très bon garde-frontière. Merci beaucoup, Hatem Nafti. Merci d'avoir décrypté pour nous la situation actuelle de la Tunisie. Vous êtes essayiste, je le rappelle. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24.
On termine avec Yenayer, le nouvel an amazigh est célébré aujourd'hui au Maroc. Des festivités sont organisées dans tout le pays. Le peuple amazigh et d'autres communautés y participent afin de mettre en valeur cette culture ancestrale du Maghreb qui était dominante avant les invasions arabes musulmanes dans ces terres il y a plusieurs siècles. Hier soir à Agadir, des centaines de personnes ont assisté à un spectacle que vous voyez qui met en vedette des costumes traditionnels, des danses et des chanteurs. Et on se quitte sur ces images. Merci d'avoir été avec nous dans le journal de l'Afrique de France 24 et restez sur France 24, l'information continue.